L'ancien patron de Google, Eric Schmidt, n'a pas passé un bon moment à cette remise de diplôme à l'université d'Arizona. If you'd let me make this point, please. La raison de ces huées, un discours centré sur l'intelligence artificielle, alors qu'une part croissante des jeunes Américains s'inquiète des répercussions de son utilisation. Le 16 mai 2026, à l'université d'Arizona, des milliers d'étudiants sont réunis pour leur remise de diplôme. Sur scène, l'invité d'honneur, c'est l'ancien PDG de Google. Il est venu faire l'évangile de l'intelligence artificielle. Et il fut un temps dans l'histoire de l'humanité où on lui aurait jeté des pierres. Mais là, les étudiants se contentent de le huer, alors que monsieur semble dans l'incompréhension totale. Pourtant, quand on regarde ce que vivent les jeunes diplômés depuis 2 ou 3 ans, la réaction est tout à fait normale. J'ai envoyé plus de 400 candidatures, j'ai environ 10% de retour. Et quand je parle de retour, c'est surtout des mails automatiques en fait, pour m'informer que ma candidature n'a pas été retenue. Les étudiants voient bien ce qui se passe. Pendant des années, on leur a expliqué qu'un diplôme permettait d'entrer dans un métier, d'apprendre sur le terrain et de progresser. Le problème, c'est que les tâches confiées aux débutants sont précisément celles que l'intelligence artificielle remplace le plus facilement. Résultat, le diplôme existe toujours, mais les postes juniors qui lui donnaient de la valeur disparaissent peu à peu. Ça fait 7 mois là que je suis dans une démarche de recherche d'emploi. Ça commence vraiment à être long. Et étant quelqu'un d'ambitieux à la base, en fait, je me rends compte que peut-être que je vais devoir mettre mon ambition sur autre chose que ma vie professionnelle. Le monde vraiment nous est hostile. Autrement dit, la technologie dont tout le monde vante les bénéfices est aussi en train de transformer la manière dont on faisait ses premiers pas dans une carrière. D'un côté, les indicateurs économiques restent relativement solides. Aux États-Unis, l'économie a créé plusieurs millions d'emplois qualifiés depuis l'arrivée de ChatGPT. En France, le chômage des cadres reste relativement faible à l'échelle historique. Mais est-ce que tout cela ne serait pas pour garder une bonne apparence? Parce que les entreprises disent continuer de recruter. Ils disent que les salaires des profils qualifiés restent globalement attractifs. Mais de l'autre côté, une partie des jeunes diplômés a l'impression de vivre dans une réalité parallèle. La PEC indique que 84% des diplômés Bac+5 considèrent que leur recherche d'emploi est très difficile. Plus d'un tiers mettent plus de 6 mois à décrocher un poste. Et derrière ces statistiques, on retrouve des témoignages qui reviennent sans cesse. Assez rapidement, dans ma recherche, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'offres de stages et d'alternance. Ça m'est arrivé d'aller jusqu'à la page 5 d'un job board, par exemple, sans qu'il y ait un seul poste en CDI. C'est soit ce type de profil, soit des offres pour des profils beaucoup plus expérimentés, avec 5, 8, 10 ans d'expérience parfois qui sont demandés. Et aussi souvent une petite mention spéciale, par exemple des offres avec 2 ans d'expérience, hors stage ou alternance. Là, je me dis... Ah, mince, ça va peut-être pas se passer aussi facilement que ce que j'avais espéré ou ce que on m'avait promis. 150 candidatures, 200 candidatures, parfois 300. Des semaines passées à adapter son CV, rédiger des lettres de motivation, répondre à des questionnaires, enregistrer des vidéos de présentation, mais tout ça pour obtenir quoi? Souvent quelques réponses automatiques, parfois avec un peu d'espoir, un entretien, et très souvent absolument rien. C'est ce contraste qui mérite qu'on s'y arrête. Si ce genre d'analyse vous plaît, pensez à vous abonner. Et si ce sujet vous parle en particulier, racontez-moi votre expérience en commentaire. Cela pourrait aider d'autres personnes. Sur ce, on continue. Le marché des emplois qualifiés n'est pas en train de disparaître. Ce qui disparaît progressivement, c'est la façon dont on y entrait. Pendant des décennies, on a vendu la même promesse. Travaille bien à l'école, fais des études, va à la fac, en école, en master, fais des stages, construis ton réseau, accepte de ne pas trop compter tes heures au début et ensuite, normalement, le marché te donnera ta chance. Ce n'était pas écrit noir sur blanc, personne ne signait un papier à 18 ans en disant « Je donne 5 ans de ma vie contre un CDI », mais c'était le contrat implicite. Nos parents y ont cru, les profs y ont cru, les écoles l'ont vendu, les brochures le répétaient avec des photos de campus, des mots comme insertion professionnelle, employabilité et débouché. Et pendant longtemps, ça a plutôt marché. Le diplôme n'a jamais été une garantie absolue. Il servait surtout de signal. Il indiqua à l'employeur qu'une personne savait apprendre, respecter un cadre
et terminer un projet en acquérant de nouvelles compétences. Le reste s'apprenait dans le premier emploi. Aujourd'hui, c'est précisément cette étape qui se grippe. En 2022, 61% des diplômés Bac+5 en France jugeaient leur recherche d'emploi difficile. En 2025, ce chiffre est passé à 84%. La part de ceux qui mettent plus de 6 mois à trouver un poste a plus que doublé. Et quand un chiffre évolue aussi vite, en seulement 3 ans, on ne parle plus d'une simple période compliquée. On parle d'un changement de fonctionnement. Et ce qui rend la situation particulièrement frustrante, c'est que beaucoup de jeunes ont suivi toutes les recommandations. Ils ont accumulé les stages, ils ont fait de l'alternance. Ils ont appris les outils numériques demandés. Ils ont travaillé leur profil LinkedIn, personnalisé leur candidature, relancé les recruteurs. Ils ont fait exactement ce qu'on leur avait conseillé de faire. Puis, ils se sont retrouvés face à une boîte mail vide ou pleine de réponses automatiques. À force, la question change. Au début, on cherche un emploi. Après plusieurs mois, on cherche surtout à comprendre ce qui ne va pas. Et là, forcément, on va regarder du côté de l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, beaucoup imaginent un scénario où des professions entières disparaissent. Ce n'est pas vraiment ce que montrent les données aujourd'hui. Le problème est plus délicat. L'intelligence artificielle s'attaque d'abord aux tâches qui permettaient aux débutants d'apprendre. L'IA remplace bon nombre de jeunes actifs américains. Dans les métiers particulièrement exposés à l'intelligence artificielle, comme les traducteurs, les réceptionnistes, les services clients, aujourd'hui, chez les moins de 25 ans, il y a 13% d'employés en moins par rapport à 2022. Une tendance observée uniquement chez les jeunes actifs et dans un secteur où les tâches sont facilement automatisables par l'IA générative, comme le développement de logiciels, le nombre de codeurs a même chuté de 20%. Quand un jeune arrivait en entreprise, il ne gérait pas immédiatement les dossiers stratégiques. Il préparait des documents, il faisait des recherches préliminaires, il synthétisait des informations, il mettait en forme des présentations. En bref, il réalisait les tâches répétitives dont personne ne voulait vraiment. Des tâches qui n'étaient pas vraiment passionnantes, mais qui étaient utiles et lui permettaient d'observer les collègues expérimentés. C'est là qu'il comprenait les attentes des clients, là qu'il développait progressivement son jugement professionnel. Aujourd'hui, une partie de ces tâches peut être réalisée en quelques secondes par un modèle d'IA. Pas parfaitement, mais suffisamment bien pour permettre aux entreprises de faire des grosses économies sur les anciens postes juniors. Anciens postes juniors parce qu'on demande désormais à certains candidats d'arriver avec des qualités que les anciens juniors acquéraient une fois recrutés. C'est pour cette raison qu'on voit apparaître des offres dites juniors, exigeant 2, 3 et, pour les recruteurs les plus audacieux, 5 ans d'expérience. Le phénomène est devenu tellement fréquent qu'il ne choque presque plus personne. Pour les jeunes diplômés, en revanche, la contradiction reste entière. Comment acquérir de l'expérience quand les postes censés la fournir exigent déjà cette expérience? À cela s'ajoute un phénomène dont on parle beaucoup moins, les ghost jobs, les offres fantômes. Des postes affichés sur LinkedIn, Indeed ou les sites d'entreprise, mais qui ne correspondent à aucun recrutement actif. Certaines annonces servent à constituer une réserve de CV. D'autres restent en ligne alors que le budget a disparu. D'autres encore donnent simplement l'image que l'entreprise est en croissance. Pour le candidat, la différence reste invisible. L'annonce semble réelle, le descriptif est détaillé, les missions sont précises, le formulaire fonctionne, alors il postule, puis il recommence, encore et encore et encore. Quand quelqu'un raconte avoir envoyé 250 candidatures pour obtenir 3 entretiens, beaucoup pensent que c'est une exagération. Pourtant, ce genre de témoignage est devenu banal dans certains secteurs. Le problème n'est pas seulement le nombre de refus, le problème est l'absence totale de retour. Un candidat ignoré, ce n'est pas seulement une opportunité perdue, c'est aussi du temps investi sans savoir si quelqu'un a réellement lu votre dossier. Après plusieurs mois, beaucoup de jeunes diplômés décrivent la même sensation, celle de parler à un mur. Les statistiques disent que le marché recrute, les entreprises disent manquer de talent, les plateformes affichent des milliers d'offres. Et pourtant, pour beaucoup de candidats, chaque nouvelle candidature ressemble à une bouteille jetée à la mer. La génération Z se retrouve donc coincée dans cette situation étrange. Et les conséquences, elles, sont très concrètes. On repousse un déménagement, on retourne vivre chez ses parents, on accepte un emploi alimentaire, on reporte certains projets de vie. On évite parfois les discussions où revient toujours la même question. Alors, tu as trouvé?
Ce n'est pas seulement une question économique, c'est aussi une question psychologique. Peut-être que la vraie question n'est même plus celle de l'intelligence artificielle. Après tout, chaque génération a connu une transformation technologique censée bouleverser le monde du travail. L'automatisation, Internet, les smartphones, et à chaque fois, certains métiers ont disparu, d'autres sont apparus, et le marché a fini par se réorganiser. La différence aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas encore à quoi ressemblera cette réorganisation. Nous savons que les entreprises continuent d'embaucher, dans une certaine mesure. Nous savons que les diplômés restent avantagés sur le long terme, dans une certaine mesure aussi. Nous savons aussi que l'entrée dans la vie professionnelle est devenue plus compliquée, plus lente et plus incertaine pour beaucoup de jeunes. Mais nous ne savons pas encore quel nouveau modèle remplacera celui qui s'effrite. Pour l'instant, personne n'a vraiment la réponse. Les entreprises tâtonnent, les universités s'adaptent, les étudiants improvisent. Et c'est peut-être cela qui explique le malaise actuel. Moins la peur de l'avenir que l'impression de traverser une période où les anciennes règles ne fonctionnent plus, alors que les nouvelles ne sont pas encore écrites. Dans quelques années, cette transition paraîtra peut-être évidente avec le recul. Mais pour ceux qui vivent la transition aujourd'hui, elle ressemble surtout à une immense zone grise. Une période où l'on demande à toute une génération de construire son avenir sur un terrain dont personne ne connaît encore vraiment les contours.